Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour ce live. C'est mon premier live Insta, donc je suis un peu intimidée et en même temps je suis super contente parce que ça va pouvoir être un moment qu'on va passer ensemble. Et puis surtout l'idée c'est de pouvoir répondre à vos questions. Si vous êtes connectés, ça pourrait être très chouette simplement que vous me fassiez un petit coucou pour me préciser que vous m'entendez et que c'est OK. Je vois qu'il y a plein de gens qui se joignent à nous. Hop. Et en plus, je découvre les fonctionnalités en live justement. Moi qui vous invite toujours à sortir de votre zone de confort. Et bien, écoutez, c'est aussi une sortie de zone de confort pour moi. Ok, super. Alors je vois qu'on m'entend. Super. Génial. Bah écoutez, l'idée ce soir pour moi, c'est de prendre un moment avec vous pour répondre à vos questions. Donc quand je dis répondre à vos questions, c'est répondre à vos questions aussi bien sur les sujets d'évolution de soi, de développement personnel. Donc ça peut être des questions sur la gestion du stress, sur la confiance en soi, sur les émotions. J'ai eu beaucoup de questions récemment sur l'hypersensibilité. Donc ça peut être aussi un sujet qu'on peut aborder. Et puis ça peut être aussi des questions sur moi, sur mon parcours, sur mes accompagnements si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. Donc vraiment l'idée c'est que je puisse répondre à des sujets qui vous intéressent. Et puis si jamais il n'y a pas de questions, et ben pas de souci, moi j'ai aussi plein de choses que j'ai envie de vous partager ce soir. Donc voilà, le thème c'est tout simplement de pouvoir échanger. Donc si ça vous va, eh bien, écoutez, je vous propose qu'on démarre. Et est-ce que vous avez des questions spécifiques ou des sujets spécifiques sur lesquels vous avez envie qu'on échange aujourd'hui? Est-ce que vous avez plutôt envie qu'on parle d'émotions, de gestion du stress, de confiance en soi? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans le chat. Ok, je vois qu'il n'y a pas encore de questions pour l'instant. Ce que je vous propose, c'est de commencer à vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et sur lequel j'ai eu beaucoup de questions ces derniers temps. Et puis ensuite, je prendrai vos questions si vous en avez au fil de l'eau. Donc ce sujet, c'est le sujet de l'hypersensibilité. Et puis de façon plus générale, le sujet de la sensibilité et des émotions. On est dans une société où on laisse pas beaucoup de place aux émotions, voire très peu de place aux émotions. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai été éduquée dans un environnement qu'il soit scolaire, lors de mes études, que ce soit les études supérieures ou même quand j'étais dans des petites classes en maternelle, en primaire, même dans mes cercles d'amis, même dans un environnement familial où il n'y avait pas forcément la place aux émotions. C'est pas qu'on jugeait les émotions, c'est qu'on se posait pas trop la question. Et puis on avait l'impression que montrer ses émotions, il y avait une forme de faiblesse. Être triste, c'est sombrer dans la dépression. Être en colère, c'est être quelqu'un d'agressif. Avoir peur, c'est être quelqu'un de froussard. Donc il y avait un petit peu cette impression que si on montrait nos émotions, eh bien on se retrouvait étiqueté d'un de ces qualificatifs de peureux, de froussard, de trop émotif également, de trop susceptible. Et donc ça j'ai grandi avec ce type d'observation. Et puis ensuite, quand je suis devenue responsable des ressources humaines, ben, je me suis rendu compte qu'en milieu professionnel, c'était la même chose. Les salariés traversaient parfois des situations très difficiles. Je prends vos questions au passage. Gestion du stress. Ouais, ok, super. Je note qu'il y a une question sur la gestion du stress quand un changement arrive. Je la prendrai juste après. Merci. Et donc du coup, quand j'étais en milieu professionnel, en fait, en tant qu'RH, il y a eu des périodes assez difficiles puisque j'ai organisé un plan social où il y a eu donc des salariés qui ont été licenciés, plus d'une cinquantaine. Forcément, il y avait des peurs pour l'avenir, la peur aussi que sa situation familiale soit impactée par le licenciement, des peurs pour sa carrière. Et donc, il y avait aussi un climat un peu difficile dans les locaux et pour autant, personne n'osait vraiment avoir un espace pour exprimer ses émotions.
Et puis, ça pouvait être aussi des salariés qui frôlaient le burn-out ou qui étaient épuisés et qui n'avaient pas d'espace pour dire « c'est trop, j'en peux plus, je suis fatiguée, je suis épuisée ». Et ensuite, quand je suis devenue coach, quand je me suis mise à accompagner les personnes, via le coaching d'abord et ensuite via des outils thérapeutiques, eh ben, j'ai pu observer très souvent que nombre d'entre vous, nombre d'entre ceux que j'accompagne, se disent déconnectés de leurs émotions ou coupés de leurs émotions. Justement parce qu'à l'école, dans leur famille ou en milieu professionnel, ils n'ont pas forcément eu l'opportunité d'apprendre à les repérer. Qu'est-ce que c'est une émotion ? Comment ça se repère dans le corps ? Comment est-ce que je la laisse me traverser et comment est-ce que j'y réagis ? Et donc en fait, on se retrouve avec des personnes qui, des fois, à 30, 40, 50, 60 ans, découvrent leurs émotions. Et moi, à titre personnel, j'ai découvert, je pense, à 25 ans, comment vivre mes émotions, comment les laisser me traverser, comment leur donner leur entière place. Et donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur de vous dire aujourd'hui, et après, je prendrai les questions qui, je vois, arrivent sur le stress. Donc après, je basculerai, si vous le voulez, sur ce sujet du stress. Mais aujourd'hui, juste pour terminer sur cette question des émotions, ce qui me tient vraiment à cœur de vous dire, c'est que vos émotions, elles sont précieuses. Elles ne sont pas honteuses. Elles font que vous êtes en vie. Elles font que vous êtes humain. D'un point de vue étymologique, émotion, ça vient du latin movere, qui veut dire mouvement. C'est vos émotions qui vous mettent en mouvement. C'est parce que vous êtes en colère que parfois vous avez envie de changer les choses. C'est parce que vous êtes en colère contre votre situation professionnelle que parfois vous avez envie de quitter votre travail. C'est parce que vous êtes en colère par rapport à une relation qui ne se passe pas comme vous aimeriez que vous allez peut-être travailler sur votre façon de communiquer. Parce que justement, vous voudriez que ça s'améliore. C'est parce que vous avez peur que vous allez mettre en place des façons de gagner en prudence, des façons de sécuriser vos arrières. C'est aussi parce que vous avez peur que vous allez pouvoir découvrir le courage. Parce qu'il n'y a pas de courage sans peur. Si on n'a pas peur, il n'y a pas de courage. Si vous me dites, moi, j'ai aucun problème à sauter en parachute, c'est quelque chose que je sais faire et ça ne me fait pas du tout peur, vous n'êtes pas courageux de sauter en parachute. Juste, c'est impressionnant pour moi qui ne saute pas en parachute, mais pour vous, il n'y a pas de courage à ça. Par contre, si vous me dites, j'ai le vertige et j'arrive pas à monter en haut d'un plongeoir de 2 mètres et que là, vous le faites, ça, c'est courageux. Donc, il n'y a pas de courage sans peur. Par ailleurs, votre tristesse aussi, elle est utile. Votre tristesse, elle est super utile. C'est elle qui vous dit « Hé, oh, là maintenant, coucoune-toi, prends soin de toi, occupe-toi de toi, fais-toi du bien. » C'est elle qui vous aide à ralentir, à faire le deuil. Donc, chacune de vos émotions, elle a une fonction et elle est super précieuse. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Si vous avez l'impression parfois d'être trop sensible, vous n'êtes pas trop sensible. Vous avez un super GPS interne, un super radar interne qui vous permet ensuite de vous mettre en mouvement. Et la joie aussi, là je parlais des émotions désagréables à traverser parce que c'est souvent celles pour lesquelles on a le plus de difficultés, celles qu'on aime le moins ressentir. Mais la joie aussi, elle est super utile. C'est elle qui vous donne de l'enthousiasme, de l'élan, qui vous donne l'envie, la motivation d'aller vers les autres, d'aller vers vos projets. Et donc, le fait que ces émotions soient très utiles va me permettre ici de faire peut-être le pont avec vos questions que je vois arriver sur le stress. Et je vais les prendre dans l'ordre. J'ai d'abord une question qui est arrivée sur la gestion du stress ou de la peur quand on sent un changement qui arrive. Et donc, je vais répondre à cette question. L'être humain, par définition, n'aime pas trop le changement. En fait, notre cerveau nous envoie une émotion de peur face à quelque chose qui est inconnu pour nous protéger. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, quand on était des hommes préhistoriques, quand on n'avait pas des toits pour nous abriter, quand on n'avait pas des vêtements pour nous protéger, quand vraiment on vivait de façon assez primitive, chaque situation de changement pouvait donner lieu à un danger. On allait dans des territoires inexplorés où il y avait peut-être des tribus rivales qui allaient nous attaquer. On allait s'aventurer dans des endroits où il y avait peut-être des bêtes sauvages. Donc en fait, le cerveau, il a pris l'habitude de nous dire « Eh oh, ça, on ne connaît pas, donc on n'y va pas. Je ne sais pas s'il y a une bête sauvage, je ne sais pas s'il y a une tribu rivale. Donc non. »
Et en fait, d'un point de vue de l'évolution, nous, en tant que société, on a évolué plus vite que notre cerveau. Et donc notre cerveau continue à nous envoyer ces messages d'alerte en mode c'est dangereux, quand il y a un danger, quand il y a quelque chose qui nous insécurise ou tout simplement quand il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc déjà, première chose, c'est normal et c'est ok de ressentir de la peur et du stress quand il y a quelque chose qui est inconnu. Maintenant, comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on maîtrise ça? Ça va dépendre forcément du type de changement. Est-ce que c'est un gros changement de vie? Est-ce que c'est changer parce que voilà, on a quitté la personne avec laquelle on vit et donc on passe d'un statut en couple à la redécouverte du célibat? Est-ce que c'est un gros changement de vie parce qu'on déménage dans un endroit complètement inconnu? Ou est-ce que c'est peut-être des plus petits changements du quotidien, mais qui sont pour autant très importants, comme le fait de changer d'habitude? Si on est habitué, par exemple, dans son quotidien, si on est habitué à toujours dire oui aux sollicitations des autres et qu'on a du mal à dire non et qu'on veut changer d'habitude, ça peut faire peur. Qu'est-ce qui se passe si je me mets à dire non tout à coup aux autres? Est-ce qu'on m'aimera toujours? Et donc ça aussi, ça génère de la peur. Ce n'est pas forcément un changement d'environnement, ça peut être aussi un changement d'habitude ou de comportement. Et donc face à ça, déjà, c'est de faire un pas de recul et de comprendre que s'il y a cette peur, c'est pas parce que c'est mauvais pour nous. Je me décale parce que il y a le soleil qui rentre dans le bureau et c'est super chouette, mais en même temps, il se trouve que j'ai le soleil qui m'arrive en plein dans la figure. Donc c'est donc de rassurer son cerveau et de lui dire ok, c'est normal, c'est une attitude que tu as parce que tu me veux du bien, tu veux m'aider, mais c'est une façon maladroite de m'aider. Donc parlez à votre peur, dites-lui merci d'être là, merci de m'aider à rester dans une zone de sécurité qui me permet d'aller bien et d'être en confort. Mais en même temps, là, cerveau, peur, vous êtes maladroit. Ça ne m'aide pas parce que je veux changer. Donc c'est déjà prendre ce pas de recul pour rassurer votre peur. Ensuite, je vous invite à mettre en place toutes les techniques de relaxation qui sont hyper utiles. Et j'ai vu que j'avais une question un peu plus bas, notamment sur la gestion du stress par rapport à un examen oral. Eh bien, typiquement, je ne sais pas si vous savez, mais à l'inspire, quand on inspire, on active dans notre corps le système qui s'appelle le système sympathique. Et quand on expire, on active dans notre corps le système qui s'appelle le système parasympathique. Le système sympathique, c'est celui qui vous permet de vous mettre en mouvement. C'est celui que vous activez quand vous êtes sous stress. C'est celui que vous activez quand il faut bouger, quand il faut faire des choses. Donc c'est très chouette parce que quand vous prenez une profonde inspire, vous vous donnez de l'énergie, de la vigueur. Vous vous permettez de vous mettre en mouvement. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand vous avez peur, vous prenez une profonde inspiration. Tout simplement parce que votre corps a besoin très vite d'oxygène pour activer ce système sympathique et vous aider à vous mettre en mouvement pour vous défendre ou pour fuir. Donc l'inspire permet de donner du mouvement, de l'élan, de l'énergie. A contrario, l'expire vous permet d'activer le système parasympathique qui est cette fois le système de la détente, de la relaxation. Et donc quand vous expirez, vous vous détendez. Et à votre avis, pourquoi après une grosse journée de travail, vous rentrez et vous faites... Vous soufflez? Parce que vous avez besoin de vous détendre. Donc cela étant dit, si on en revient à ces histoires de peur et de stress, que ce soit avant un examen ou face à un changement de vie, ou à tout changement, pratiquez une respiration dans laquelle vous inspirez sur un nombre de temps donné, par exemple 3 ou 4 temps, et ensuite vous expirez sur un temps plus long, par exemple 5 ou 6 temps. Ça va vous permettre de venir rééquilibrer ce système de la relaxation et de venir l'activer. Donc en inspirant par exemple sur 4 temps et en expirant sur 6 temps, ou si c'est trop long pour vous parce que vous n'êtes pas encore entraîné et c'est ok, c'est normal, vous pouvez faire 3 temps, 5 temps, ou 2 temps, 4 temps, ça marche aussi. Mais en tout cas, d'avoir une expiration plus longue, ça va venir ramener de la détente dans le corps. Ça, avant un examen, hyper important, à tout moment de stress, au travail ou lors d'un changement. Ensuite, de façon plus générale, face au stress, il faut savoir que le stress, c'est une hormone
le cortisol qui est généré par votre corps. Et elle est super utile pour nous aider à réagir. Mais au bout d'un moment, il faut que le corps l'élimine. Et comment est-ce qu'on élimine le cortisol? C'est soit par le mouvement, donc aller faire du sport, aller faire du yoga, bouger, aller marcher, soit par les larmes. Les larmes permettent d'éliminer beaucoup de cortisol. Donc si vous avez envie de pleurer un bon coup parce que vous êtes stressé, c'est ok. C'est pas honteux et c'est même super utile pour votre corps. Également, si vous respirez, vous éliminez beaucoup de cortisol, mais pas que. En fait, on élimine des toxines grâce à l'expiration. Donc ça aussi, c'est une façon d'éliminer le cortisol. Et puis le fait de parler à un proche, d'extérioriser, ça va vous permettre de générer de l'ocytocine, l'hormone du lien, qui va venir contrebalancer le stress. Donc tout ça pour dire que pour gérer le stress, il y a beaucoup de choses qui doivent passer par le corps, par la parole, par le mouvement, par les larmes, par les cris, par le chant. Voilà, ça c'est aussi important. Et puis enfin, moi il y a une phrase que j'aime beaucoup, notamment par rapport au changement dont vous parliez. Qu'est-ce que je fais quand je stresse par rapport au changement? C'est de se dire oui, ça va être inconfortable. Sûrement. Le changement, c'est toujours inconfortable. Je l'ai expliqué avec cette histoire de peur qui nous protège. Mais c'est de l'inconfort, là, maintenant, tout de suite, pour du confort après. Je traverse cette phase d'inconfort, mais au bout de cette phase d'inconfort, il y a de nouvelles habitudes qui vont se créer. Et ces nouvelles habitudes permettent ensuite de recréer une nouvelle phase de confort. Et c'est ce qu'on appelle élargir sa zone de confort. Au début, notre zone de confort, elle est petite. Et puis si on fait un pas de côté, qu'on en sort un petit peu, on ne sera pas forcément bien au début. Et puis progressivement, en explorant, en découvrant, en venant de temps en temps se ressourcer dans sa zone de confort, alors on pourra revenir avec de plus en plus d'aisance dans sa zone d'inconfort qui va devenir ensuite elle-même confortable. Donc c'est aussi se dire, ce changement il est inconfortable au début, mais c'est de l'inconfort qui va devenir du confort. Et ça, vous pouvez vraiment être confiant là-dessus. J'ai répondu longuement à ces questions sur les peurs, le stress, il y a encore plein de choses à dire. J'ai vu passer d'autres questions. Comment fait-on pour ne pas être submergé par ces émotions et éviter les pleurs? Ok, donc je vais prendre celle-là et j'ai aussi vu passer une question sur le changement de vie. Ouais, que je vais prendre... c'est Maud, pardon, qui précisait que c'était sur le changement de vie, la question de la gestion du stress. Donc Maud, j'espère que ma réponse justement sur c'est de l'inconfort pour du confort t'a aidé. Et si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à préciser encore ta question sur le stress par rapport au changement de vie pour que je te donne plus d'éléments. Et donc en attendant, je vais répondre à cette question sur comment est-ce qu'on fait pour ne pas être submergé par ces émotions et éviter les pleurs. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de te dire, merci d'avoir posé cette question. Elle est hyper importante parce que je l'entends souvent. Et même au cabinet, j'ai souvent des gens qui s'excusent de pleurer. Les larmes sortent et ils me disent « excuse-moi ». Il n'y a pas à s'excuser de pleurer. C'est ok. Et comme je viens de le dire, non seulement c'est ok, mais c'est une super façon d'éliminer votre stress, d'éliminer les toxines. Donc si vous pleurez, c'est que le corps a été trop sous stress et qu'il a besoin que ça sorte. Donc moi, j'aurais envie de te dire, ces pleurs, accueille-les. Mais je sais, encore une fois, que dans notre société, c'est pas toujours bien vu. Et puis des fois, on peut être en cours, à l'école, au travail, à un dîner avec des amis, à une soirée, et on peut être gêné par rapport à ces personnes-là de laisser sortir les pleurs. Si c'est ton cas, dans ces cas-là, moi, ce que je t'invite à faire, c'est quand tu sens l'émotion qui monte, tu sens ta gorge qui se noue, tu sens peut-être ses yeux qui s'embrument, tu sens ton ventre qui se serre, c'est vraiment, tu t'écartes. Tu dis que tu vas aux toilettes, tu dis que tu vas dans ta chambre si tu es chez toi, tu dis que tu vas passer un appel dans une salle de réunion si tu es au travail, et tu respires. Ça va vraiment t'aider. Tu respires et si ça passe pas, tu t'autorises à pleurer. Ça, c'est quand les pleurs surviennent. Mais de façon plus générale, comment ne pas se laisser submerger par nos émotions? En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que nos émotions sont le fruit de nos pensées. On ne peut pas avoir d'émotion s'il n'y a pas eu une pensée
qui s'est préfiguré, qui a préfiguré. Par exemple, mettons qu'un ami vous fasse une critique et que vous ayez une émotion de honte ou de colère ou de tristesse. Ça va dépendre de ce qu'on vous dit et ça va dépendre de votre personnalité. Si vous avez cette émotion, ce n'est pas parce que votre ami vous a fait une critique, c'est parce que dans votre tête, vous vous êtes dit quelque chose. Peut-être que vous vous êtes dit « il me critique donc il ne m'aime pas » ou « c'est pas un vrai ami, il va m'abandonner » ou « je suis nul ». C'est parce que vous vous êtes dit quelque chose, c'est parce que vous avez interprété ce que cette personne vous a dit que derrière, il y a une émotion qui va arriver. Donc, si de façon plus macro, si avec plus de recul, vous voulez mieux vivre vos émotions et moins vous laisser submerger par elles, ça passe par le fait de, dans sa tête, essayer de ne pas interpréter les propos des autres. Peut-être que votre ami vous a fait cette remarque parce qu'en fait, lui, il est mal dans ses baskets. Ou parce qu'il voulait vous aider, mais qu'il a été maladroit. Ou peut-être parce qu'il n'est pas capable de comprendre la richesse de ce que vous avez fait ou de qui vous êtes. Il y a plein de raisons. Donc, pas essayer d'interpréter, pas essayer de venir rajouter une couche d'interprétation, mais vous dire, ok, il m'a dit ça, libre à moi de voir ce que j'en fais. Cette critique, peut-être se dire, ok, peut-être qu'en fait cet ami, il voulait m'aider, il voulait bien faire. Et dans ces cas-là, c'est plus de la colère ou de la tristesse que vous ressentez, mais c'est peut-être une douce joie ou un doux contentement d'avoir un ami qui a envie de vous faire passer les messages importants pour vous. L'idée, c'est pas d'être dans le déni, bien sûr. Surtout pas. C'est pas de se raconter des histoires de bisounours, mais c'est de se dire, ok, est-ce que ce que je me raconte dans ma tête, là, ça me sert? Est-ce que je me raconte dans ma tête, c'est pas un scénario catastrophe? Est-ce que je me raconte dans ma tête, c'est 100% vrai et réaliste ou est-ce que je suis en train d'interpréter? Et là, déjà, ça va vous aider à filtrer beaucoup de réactions émotionnelles. Mais encore une fois, moi, je suis plutôt partisane de la team laissez vivre vos émotions. Parce qu'elles sont précieuses, parce qu'elles disent beaucoup de choses de vous et parce que c'est important de les laisser traverser dans le corps. Ce qui n'est pas exprimé, ce qui est réprimé, peut créer ensuite des mots MAUX, qui soient psychologiques ou psychiques, ou physiques, pardon. Ok, je continue à voir, c'est super chouette, je suis contente de voir que ces réponses vous aident. Donc j'ai quelqu'un qui me demande si je suis sur Paris. Oui, je suis basée à Paris, mon cabinet est basé à Paris. D'ailleurs, si vous voulez le voir, hop, le voilà, c'est là que je vous reçois. Bon, encore une fois, il y a le soleil qui tape bien ce soir, donc j'ai fermé le volet. Mais voilà, ça vous donne une petite idée de là où je vous reçois. Je suis à Paris, mais je fais aussi des sessions en ligne. Ça marche très très bien aussi, le coaching en ligne. On s'adapte. Je vous explique si on utilise des outils comme la PNL, la programmation neurolinguistique ou des techniques d'hypnose. Je vous explique comment faire pour que ce soit bien confortable pour vous. Mais ça marche très bien. J'ai des clients à Bordeaux, à Lille, et même des Parisiens des fois qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ont un empêchement et qui font la session en visio. Donc oui, je suis sur Paris et oui, les prix sont les mêmes en visio et au cabinet. Ouais. Voilà, je regarde si j'ai... j'avais vu passer une autre question tout à l'heure, je crois. Ouais, les crises d'angoisse. Les crises d'angoisse, c'est quelque chose c'est quelque chose de compliqué, les crises d'angoisse. C'est quelque chose de compliqué parce qu'en fait, très souvent, on se met à avoir peur non pas de l'objet, donc de l'examen, mais des fois, on se met à avoir peur de faire une crise d'angoisse. C'est-à-dire que, oui, l'examen nous fait peur, mais comme on fait un jour une crise d'angoisse face à l'examen, la fois d'après, on se dit « Oh là là, maintenant qu'il y a un examen, je sens que je vais refaire une crise d'angoisse. » Donc, on se met à avoir peur de sa peur. Il y a une méthode qui est la plus efficace et Christophe André le dit très bien, donc qui est un psychiatre, aujourd'hui il est surtout connu pour ses ouvrages et aussi pour le fait d'avoir démocratisé les techniques de pleine conscience et de méditation à la fois en milieu médical et puis avec le grand public. Mais il le dit très bien en fait, quand on a une crise d'angoisse, une des meilleures façons c'est d'accepter de la traverser. Parce que c'est en la traversant qu'on peut se dire, en fait ok, je l'ai traversée, c'était pas cool, mais je suis pas morte. C'était pas cool,
mais en fait c'est passé. Parce qu'en fait une crise d'angoisse, ça dure jamais plus de 20 minutes. Je peux vous promettre qu'une crise d'angoisse, ça dure jamais plus de 20 minutes. Et donc en fait, même si vous la faites avant un examen, bah ouais, c'est pas cool. Mais en fait, au bout de 20 minutes, ça va passer. Vous grignotez un petit bout, vous mangez un peu de sucre si vous avez besoin, ou vous buvez quelque chose de chaud, ou vous vous reposez un tout petit peu, vous respirez bien, et ça va revenir. Et ça va revenir. Mais par contre, si vous vous dites non, je ne veux pas la ressentir, je ne veux pas la ressentir, je ne veux pas la ressentir, en fait, vous allez être en lutte, ça va vous prendre beaucoup d'énergie, ça va faire monter la panique. Et surtout, comme vous n'allez jamais traverser la crise d'angoisse, vous allez avoir l'impression que la crise d'angoisse, c'est terrible. Parce que vous ne saurez pas vraiment que, bah oui, vous pouvez être rassuré, vous n'allez pas mourir. Votre cerveau a besoin de vivre la crise d'angoisse pour comprendre qu'il peut la traverser sans risque. Donc je sais que c'est pas forcément facile à dire, mais voilà. Super que ça vous aide. J'ai quelqu'un qui dit j'aimerais essayer en psychothérapie. Oui, en psychothérapie, le distanciel, ça marche très bien, hein, ça c'est clair. Très très bien. Très très bien. Voilà. Écoutez, j'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour des questions. Je vérifie juste. Ouais, j'ai l'impression que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a une dernière question que vous voulez que je prenne peut-être? Je ne sais pas si Maud est encore là, mais si Maud tu es encore là, peut-être que si tu as besoin de plus de clarification sur ta question sur le changement de vie, n'hésite pas à me le dire. J'ai encore le temps de prendre encore une ou deux questions. Et si je reviens un petit peu à notre point sur les émotions, et on a beaucoup parlé aussi de la gestion du stress et les émotions, il y a plein d'émotions fortes qui découlent du stress. Le stress, en fait, c'est une réaction physiologique, donc c'est votre organisme qui répond, c'est votre organisme qui s'emballe en fait, c'est votre organisme qui mobilise vos muscles, qui mobilise votre cerveau pour pouvoir réagir à ce stress. Donc c'est vraiment une réaction d'adaptation, le stress, c'est une réaction physiologique d'adaptation. On vous envoie du sang dans les muscles pour que vous puissiez vous défendre, on vous envoie du sang dans le cerveau pour que vous puissiez réagir. Donc le stress, c'est vraiment une réaction physique, mais de ce stress ensuite découlent des réactions émotionnelles. Parce qu'on est stressé, eh ben, on peut ensuite avoir de la peur. Ou parce qu'on est stressé, on peut se sentir aussi déprimé parce que le stress crée beaucoup de fatigue dans le corps, en mobilisant beaucoup d'énergie, en mobilisant nos muscles, en mobilisant toutes nos capacités cognitives. Le stress peut aussi déclencher des réactions de colère. Donc en fait, le stress, c'est une réaction physiologique, mais ça peut ensuite, bien sûr, déclencher des émotions de peur, d'anxiété, de colère. Donc voilà, je trouvais que c'était important de faire le lien entre les émotions et le stress, vu qu'on a parlé des deux. Et super, je vois qu'il y a une autre question qui arrive. Est-ce que le fait d'être dans la prise de conscience de son état, c'est un bon début? Comment savoir si on est sur la bonne voie, la voie de la guérison émotionnelle? Ouais, c'est une très belle question. Oui, la prise de conscience de son état, ça fait tout. On ne peut pas changer à partir d'une base d'inconscience en fait. On ne peut pas changer quelque chose qu'on ne voit pas. On ne peut pas changer quelque chose qu'on n'a pas verbalisé. Et j'ai même envie d'aller plus loin que ça. Et c'est marrant parce que j'ai préparé un épisode du podcast ce matin. Et je vous fais un petit teaser entre nous là. C'est l'épisode 35. Donc c'est dans 3 épisodes qui va sortir, puisque là on en est à l'épisode 31. Il y a 3 autres épisodes avant. Mais c'est l'épisode 35 qui parle de pour évoluer, pour guérir, pour changer, il faut d'abord accepter et s'accepter. Et en fait, si on s'en veut d'être comme ça, si on s'en veut d'être trop émotif, si on s'en veut d'être trop susceptible, si on s'en veut de faire des crises d'angoisse, en fait c'est très difficile de guérir. Parce qu'on se houspille, parce qu'on se gronde de l'intérieur, parce qu'on crée en soi un climat émotionnel de honte, de gêne, de culpabilité. Et ce n'est pas un climat émotionnel avec lequel on peut construire positivement. Pas du tout. Pour être dans l'élan, pour être dans l'évolution, dans la guérison, on a besoin d'être dans un climat émotionnel d'amour de soi, d'acceptation de soi. Et donc oui, clairement, conscientiser ce qui ne fonctionne pas, c'est le préalable. J'ai l'impression d'avoir de la lumière dans les yeux. Je tourne, je vais finir dans l'autre sens. Maintenant, vous voyez la porte du cabinet.
Le fait donc de conscientiser, c'est vraiment le préalable, ça c'est clair. Mais bien plus que ça, une fois que vous avez conscientisé, c'est accepter. C'est de dire, bah oui, c'est comme ça, c'est pas agréable. C'est pas agréable, je fais des crises d'angoisse avant les examens. C'est pas agréable, je pleure très souvent en public. C'est pas agréable, j'ai peur face à un changement. C'est pas agréable, je suis stressée. Et je veux pas rester comme ça. On est d'accord, j'ai envie que ça change. Mais pour autant, aujourd'hui, je suis comme ça. Et à ce stade de ma vie, je m'aime comme ça. Et je suis capable de m'aimer comme ça dans mon intégralité. Et parce que je suis capable de m'aimer comme ça dans mon intégralité, comme on aimerait un enfant même s'il a une mauvaise note, comme on aimerait un enfant même s'il pleure, comme on aimerait un enfant même s'il fait une crise d'angoisse avant d'aller à l'école, et bien de la même façon, aimez-vous vous avec ces petites choses qui sont encore à améliorer. Et c'est en créant ce climat d'amour pour vous-même que vous allez vous transformer et que vous allez changer. Vraiment, vraiment. Donc, oui, la prise de conscience, c'est super. L'acceptation, c'est parfait. C'est encore mieux. Et comment savoir si on est sur la bonne voie? On n'est jamais arrivé, ça c'est ma conviction. On est toujours en chemin. Ça, c'est la vie. Hein. C'est un superbe chemin d'exploration de soi. Ce serait pas drôle si on était déjà arrivé. On est en chemin, on est sur la bonne voie à partir du moment où on se questionne. On prend soin de soi, on prend de l'espace pour réfléchir sur soi, que ce soit via la thérapie, via les lectures de développement personnel, via des échanges avec des proches de confiance, avec qui on peut partager ses questionnements, via le journaling, le fait d'écrire ses pensées, via la méditation, via l'exploration de tout un tas d'outils holistiques. Et là, on sait qu'on est sur la bonne voie. Voilà. Et je vais prendre la toute dernière question. Oh là là, c'est trop chouette. Je vois que vous avez plein de questions. Ça me fait super plaisir. Je vais prendre la toute dernière question. J'ai une précision par rapport à la question de changement. Donc la personne qui a posé cette question dit « Je sens que j'ai besoin d'un changement. C'est une réflexion depuis 2-3 ans. Mais je n'arrête pas de douter de cette envie. Comment savoir si c'est une réelle envie ?» Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment le doute. C'est plus que la peur, en fait. C'est le doute. Est-ce que c'est le bon choix? Donc oui, Maud, pardon, tu es très claire. Oui, pour moi, c'est clair. C'est vraiment la question de la peur de ne pas faire le bon choix, la peur de se tromper, qui fait partie des peurs très fréquentes. Des peurs très fréquentes quand on envisage un changement. Moi, à titre personnel, je me suis reconvertie donc il y a maintenant bientôt 6 ans, le temps passe. Donc je suis passée du métier des ressources humaines au métier de coach, d'accompagnante. Et évidemment, j'avais peur de me tromper. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que je vais gagner ma vie? Est-ce que je vais être une bonne coach? Est-ce que ça va fonctionner? Et donc, toutes ces peurs, elles sont normales. Et parmi ces peurs, il y a vraiment cette peur de se tromper. En fait, moi, j'ai envie de vous dire, la meilleure façon de faire un choix juste pour vous, c'est peut-être de vous demander, parmi les différentes options qui s'offrent à moi, donc dans mon cas, c'était rester dans les RH ou avancer vers le coaching à ce moment-là. Mais dans votre cas, c'est peut-être autre chose, emménager à Bordeaux ou emménager à Lille. Je ne sais pas quel est votre changement, mais voilà, il y a sûrement une autre alternative qui s'offre. C'est de vous dire quelle est l'alternative qui me permet de me rapprocher le plus de la personne que je désire être. Et moi, à l'époque, je voulais être quelqu'un de libre. Donc le salariat, ça n'allait pas. Je voulais être quelqu'un qui aide vraiment. Et à ce moment-là, je licenciais des gens. Je voulais être quelqu'un de plus connecté à moi. Et quand je travaillais 60 heures par semaine dans une entreprise où tout était régulé, réglementé, et où il y avait peu d'espace de créativité et d'exploration, ce n'était pas forcément là où je pouvais faire ça. Au contraire, le coaching me permettait d'être libre, d'aider les gens, d'être connecté à moi. Et donc en fait, en me posant cette question, quel est le choix qui me permet d'être le plus proche de la personne que j'ai envie d'être? Et bien en fait, là tout de suite, la réponse est apparue avec clarté. C'était être coach, c'était pas être RH. Et donc Maud, la question que tu peux te poser, c'est parmi les alternatives, laquelle me rapproche le plus de la version de moi-même que j'ai envie d'être? Voilà. J'espère que ça te répond à ta question.
Et je vois qu'il y a une autre précision, quelqu'un qui dit j'ai pris en compte ma santé mentale et mes schémas négatifs, je les accepte, donc ça c'est super, super de comprendre qu'ils sont là. Mais je veux pas que ça gouverne ma vie. Oui, comment les changer? Bah, bien sûr, accepter, c'est pas être dans la complaisance. Accepter, s'accepter et s'aimer, c'est pas dire bah, je m'aime et je reste comme ça, surtout pas. C'est de se dire je veux changer, mais en attendant de changer, je m'aime quand même. Et je m'aime tout au long du processus de changement. Et ensuite, par rapport aux pensées automatiques, aux schémas mentaux et aux pensées négatives notamment, c'est la pratique. C'est vraiment, vraiment la pratique. C'est la promesse que je peux vous faire. Les neurosciences nous le disent très bien. Notre cerveau est ce qu'on appelle plastique. C'est un peu comme de la pâte à modeler, si vous voulez. Il se façonne en fonction de comment on utilise. Ou si je prends une autre métaphore, c'est un peu comme un muscle. De la même façon, quand vous allez à la salle de sport, vous gagnez du muscle. Et quand vous arrêtez le sport, vous perdez du muscle. Eh bien, votre cerveau va nécessiter de pratiquer. Si vous pratiquez beaucoup les pensées négatives, en fait, vous allez muscler votre capacité à penser négativement. À l'inverse, si vous vous efforcez de plus en plus à aller voir les choses positives, à voir qu'est-ce qui était bien dans votre journée, à voir qu'est-ce que vous a apporté de positif telle personne, tel ami, tel collègue, à voir qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui, à voir qu'est-ce que vous avez aimé aujourd'hui, et donc orienter votre regard sur le positif, alors vous allez voir qu'au bout d'un moment, votre cerveau va mettre en place comme une nouvelle musculature. Encore une fois, c'est une métaphore, il n'y a pas de muscles dans le cerveau, on a des neurones dans le cerveau, et ce qui les relie entre eux, ce sont des axones et des dendrites. C'est les petits filaments qui relient nos neurones entre eux dans le cerveau. Et donc ces filaments, ils vont s'épaissir pour permettre de nouvelles connexions neuronales pour vous aider à penser plus positivement. Donc pour répondre à cette question sur comment je change mes schémas négatifs, pratiquez de plus en plus le fait d'aller essayer de chercher dans vos journées, dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez, ce qu'il y avait de bon, de positif et de beau. Et ça, vraiment, ça va bouger les choses. Et persévérer. C'est pas en faisant ça une semaine que ça va changer, c'est pas en faisant ça 10 jours que ça va changer. Si vous faites ça tous les jours pendant, je dirais, on dit 21 jours, mais c'est pas tout à fait vrai d'un point de vue neuroscientifique. Mais si vous faites ça tous les jours pendant un mois, déjà, je peux vous promettre que vous allez voir des premiers résultats. Et je vous invite à écouter l'épisode du podcast, je crois que c'est le 23 ou le 24, je ne sais plus les chiffres, sur les affirmations positives. L'idée, c'est pas de se raconter des méthodes Coué, je vais bien, tout va bien, sans y croire. Mais dans le podcast, je vous explique très clairement comment les affirmations positives peuvent vous aider justement à reconstruire ces schémas mentaux et quel type d'affirmations positives il faut pratiquer pour que ça fonctionne. Voilà. Super, je vois qu'il y en a qui disent que ça me parle. Et ouais. Écoutez, on arrive au bout de ce live. Je vois quelqu'un qui a posé une question sur l'angoisse. Pour toi qui as posé la question sur l'angoisse, j'en parle un petit peu au début du webinaire, enfin du live. Je parle à l'ancienne, je crois, du webinaire. Du live. Du coup, pour pas tout réexpliquer forcément, je t'invite peut-être à regarder le début. Il y a des clés notamment sur les crises d'angoisse. Mais voilà, si je dois récapituler de façon générale, ça passe par travailler sur ses pensées, ce qu'on se raconte dans sa tête, pratiquer la respiration et accepter de traverser les crises d'angoisse. Là, je te le résume de façon rapide parce que j'en ai parlé un peu longuement au début. Mais voilà, n'hésite pas à re-regarder le webinaire. Écoutez, je regarde, j'ai pris toutes les questions, c'est trop chouette. Écoutez, vraiment un grand merci de votre confiance en m'ayant partagé vos questions, un grand merci de votre écoute attentive et de votre présence. Vraiment, je suis ravie. Et comme je le disais en introduction, c'était pour moi un nouvel exercice. Autant j'anime beaucoup de conférences face à un public, autant j'anime beaucoup de visios et je rencontre plein de monde au cabinet, autant le format Insta, c'est pas forcément ce que j'adore. Moi et les réseaux sociaux, c'est pas forcément ce que je préfère. J'apprends forcément parce que quand on est coach, on est aussi entrepreneur pour faire vivre son activité, pour la faire connaître. Donc il faut apprendre, mais c'est vrai que je me suis challengée ce soir et j'étais très contente de pouvoir le faire avec vous, de pouvoir aussi me mettre en zone de vulnérabilité avec vous, parce que je pense qu'accepter d'être vulnérable, de ne pas toujours faire parfaitement, c'est hyper important. En tant que coach, j'ai aussi envie de vous faire passer ce message-là,
que nous aussi les accompagnants, on peut être dans des zones de stress, de vulnérabilité. Et moi aussi tout à l'heure j'ai fait mon petit exercice de respiration avant de faire le live Insta parce que j'étais un peu stressée. Voilà, un grand merci. Vous pouvez me contacter par mon site, il y a un formulaire de contact. Mon site c'est Amandine Ruas, tout attaché, amandineruas, ruas.fr. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus de détails sur des sujets que je vous ai partagés, des ressources, que ce soit de lecture, de podcast. Si vous voulez prendre rendez-vous aussi, vous pouvez me contacter et vous pouvez même prendre rendez-vous directement dans mon agenda. Il y a un lien sur mon site, vous avez accès à mon calendrier, vous choisissez le créneau qui vous convient. Et puis voilà, sinon je vous poste aussi chaque semaine des conseils sur Instagram via des posts et puis aussi via des stories. Donc voilà, on reste en contact et encore merci de votre confiance et de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt parce que c'est sûrement un exercice que je referai, le live, puisque ça m'a bien plu aussi. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos feedbacks en commentaire ou en me taguant dans vos prochaines stories si ça vous chante. Très bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Et maintenant, il faut que je comprenne comment on arrête le live. Ah voilà. Super. Bonne soirée.